Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, bienvenue sur Sud Radio. Merci de votre fidélité. Ça va, Philippe David? Ça va très bien. Et vous, pour le grand écart, là, j'ai déjà mal aux adducteurs et aux ischio-jambiers. Eh ben, faut vous entraîner parce que je peux vous assure que vous allez faire le grand écart. Et en plus, ça va être filmé. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue dans ces. Ça doit être mignon, le grand Quelle écart. souplesse avant les JO. Tu. Alors, Philippe Bilger, j'aurais pas dit mignon. Je pense que ça va être grotesque. Allez. On vous souhaite la bienvenue aujourd'hui des débats comme vous les aimez. Vos appels 0826 300 300 et c'est Aude qui vous attend pour cette prise de parole. L'antenne est à vous jusqu'à 19h, bien entendu, en direct de cette journée de lundi avec une chanson. On fait notre chanson du jour. Je sais pas, Oui. c'est pas facile à dire. Une chanson, ça fait un peu Oh, auvergnat. ça va. Chanson du jour. Et c'est Henri Salvador. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte coère. Je voudrais Vous savez pourquoi? dormir. Parce qu'il y a 15 ans aujourd'hui, Henri Salvador tirait sa révérence. Ben voilà. Oui, il y a Déjà. 15 ans aujourd'hui, déjà. 13 février J'aurais dit 2008. davantage. Ah ouais, c'est drôle, c'est j'avais dans la tête. Bah moi j'aurais dit c'était moins, plus j'aurais drôle. dit moins, c'est Vous fou. auriez dit moins. Ouais, c'est j'ai vrai. Mais bon voilà, en Ah tout ouais. cas, hommage à Il y a Henri 15 Salvador. Très jolie chanson, très oui. jolie, et très bel Oui. album. Si vous le connaissez pas, c'est le moment d'aller l'acheter. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. Allez au sommaire de cette émission. Et faut-il augmenter le nombre de contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants au volant? Ça, c'est la question que l'on vous pose aujourd'hui. Selon les chiffres de la sécurité routière, en 2021, la consommation de drogue au volant cause 700 morts par an. C'est la 3e cause d'accident mortel sur les routes, après l'alcool et la vitesse. Philippe. Oui, la sécurité routière annonce renforcer les contrôles, 800 000 contrôles en 2021, une hausse de 30%, près de 30% par rapport à 2018, et on veut doubler dans les années à venir, mais je rappelle qu'il y a 40 millions d'automobilistes en France et 800 000 contrôles, c'est vraiment très peu. J'ai été très gros rouleur, j'ai passé largement la barre du million de kilomètres. Je n'ai soufflé que 3 fois dans un ballon, Et moi les 2. 3 fois négatifs, vous 2, et je n'ai jamais eu un contrôle anti-stupéfiant. Voilà, ça aurait été négatif aussi. Alors vous êtes gros rouleur et vous n'avez jamais soufflé, vous trouvez ça scandaleux, ou vous dites non, faut laisser les choses comme ça. Venez nous le dire au 0826 300 300. Et puis à 18h30, vous vous souvenez certainement, Marine Le Pen au bout d'une pique, Elisabeth Borne pendue, Olivier Dussopt sur un ballon. Les mises en scène mortuaires des représentants de l'État doivent-elles être sanctionnées? On en parle dans le coup de projecteur des vraies voix, après l'exécution de 15 jours à l'Assemblée nationale par Thomas Porte, qui a posé fièrement avec un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt. C'est la poupée de l'effigie d'Elisabeth Borne pendue qui indigne la toile et de nombreux députés, Philippe. Oui, il y a un peu une ambiance sans culotte, un peu 1793, la Révolution française. On a parlé de la tête au bout d'une pique de Marine Le Pen, c'était déjà il y a quelques temps. Elisabeth Borne pendue, une poupée gonflable à l'effigie d'Elisabeth Borne pendue lors d'une manif à Marseille, le ballon de foot. Ça fait quand même beaucoup. Est-ce que vous vous dites, tiens, après tout, c'est le principe des manifestations, il n'y a aucune arrière-pensée violente? Ou vous dites, c'est scandaleux, on n'est pas en 1793 en place de grève? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et à la question, est-ce qu'il faudrait durcir le ton ou sanctionner? Vous dites non pour l'instant à 68%. Donc vous pouvez commenter, bien entendu. 0826 300 300, on vous souhaite la bienvenue. C'est Les Vraies Voix. Les vraies voix Sud Radio. Et les vraies voix sont là avec Philippe Bilger, notre président de l'Institut de la Parole. Ça va, mon Philippe? Très très bien. Qu'est-ce Vraiment. J'ai cru comprendre que vous sortiez du cinéma. Oui, Pas loin. j'ai vu Astérix Alors. et je suis en train de me demander le film que j'ai vu samedi. Voilà, ça devait être génial. Et pourtant, il devait être très bon et je le retrouverai tout à l'heure. Et Astérix, alors, Et puis, déçu, pas déçu? c'est honnête, quoi. Mais Oh là. ça ne méritait pas les crachats des critiques, Oui. parce que, n'est-ce pas, on n'aime pas Guillaume Canet. Vous avez ri, donc vous avez souri. Oui, c'est pas très. Moi, je suis pas très fanat de celui-là, l'Empire du Milieu, mais c'est tout à fait honorable. Hein, Ouais. franchement, Ouais. franchement, Ouais. moins passionnant que France-Irlande. Ah oui. Oui. Parlera pas de l'arbitre. Caroline, C'est drôle quand même. Caroline Piles est avec nous. Bonjour Bonsoir Cécile, Caroline, bonjour consultante Philippe. dans le domaine du Bonjour handicap à tous. visuel. Ça va Caroline, vous avez passé va. un beau week-end? Le lundi démarre bien? Bah oui, En content trombe. de vous retrouver, Ouais. ça va, Ouais. rien de particulier, à la cool. Ah la cool, ah la cool. Et François Druget
Roger Talacool aussi, ancien ministre. Très sérieux. Et ancien président de l'Assemblée nationale. Ça va François, il était bon ce week-end? Très bien. Il était où? Avec qui? Dans le Ça va Val bien de le Loire. voir. Vous êtes de la police? Interrogatoire. Bah quoi, c'est... La douceur du Val de Loire. Oh, c'est Pardon, beau. l'insécurité nantaise, François. Oh, c'est Je beau. vous laisse deviner. La douceur du Val de Loire. La Ça veut douceur tout dire. angevine. En tout cas, il a de Loire. Non, mais le Val de Loire, c'est il a long. le trait détendu. Hein. Moi, Oui, je vous le dis. à mon avis, le Vouvray, le Saint-Nicolas de Bourgueil, etc. ont dû être dégustés. Ça y est, vous Non, êtes même parti, pas, vous fantasmez là. Et Ouais. le Val de Loire, je me rappelle, la Loire est le dernier grand fleuve sauvage d'Europe. Et Ouais, c'est ouais. le plus grand fleuve de France. Et non, je vous invite vraiment à découvrir toutes les richesses du Val de Loire. Donc, si vous voulez partir en week-end avec François de Rugy, 0826 300. Jusqu'à l'embouchure en Loire. Vous invitez, François. Ouais, ouais. Non. N'allons pas jusque-là. quand Aucune même. arrière-pensée Ouais, intéressée. c'est ça. Philippe Beau la Bilger. légende, c'est vrai. Oui, pardon, Vaincre Philippe. ou mourir. Vaincre ou mourir. Voilà, je voulais c'était. le voir tout de même. C'était le film que Philippe Et Bilger a vu. je l'ai beaucoup aimé. Enfin, c'est pas le Voilà, en sujet. tout cas, vous a pas Donc laissé je un- garde ça pour la Mais pause. ça me fait plaisir d'en parler. Et on dit Sinon, on va être bonjour charrette à sur le notre temps. auditeur Dominique qui nous appelle du Roussillon, dans le Vaucluse. Bonjour à tout le monde, bonjour Bonsoir. Cécile, bonjour Philippe. Comment ça Bonjour va, Dominique? Dominique. Bah écoutez, ça va très bien. Je voudrais dire bonjour à Monsieur Bilger, Madame Pilastre, Monsieur de Rugy. Oh, merci, Dominique. Bonjour à tous les auditeurs. Je suis extrêmement heureux d'être avec vous aujourd'hui. Eh ben nous, on est nous aussi. extrêmement heureux de Et vous accueillir. réciproquement. Et mon cher Dominique, donc vous êtes la vraie voix auditeur aujourd'hui. Pendant 2 heures, vous pouvez intervenir comme vous voulez et quand vous voulez. Vous êtes prioritaire. Et avant tout, choisir. Il va falloir choisir, comme chaque fois, hein, une vraie voix pour jouer contre vous. Je dis bien contre vous. Et pas tout Oui. contre Caroline Pilas, par exemple, ni tout contre Philippe Bilger, ni tout contre François de Rugy. Ils vont se vendre. Caroline Pilas, Oui. vendez-vous, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, si vous voulez gagner, ne me Ouais. choisissez pas. Voilà. Ouais, comme Je me ça, suis bien vendue ou pas Oh là non, Je fais la grande c'est- modeste. Vous voulez la vérité? C'est pourri. J'ai essayé d'être spontanée, d'improviser, Cécile, Voilà, c'est sympa. François de Rugy. Mon père s'appelle Dominique. J'ai jamais joué avec lui, donc c'est l'occasion. Ah ouais. Dominique, Oh là là. Bon, Ça, vous c'est- vous savez quoi, on va annuler la vente aujourd'hui, c'est pourri. Voilà. Allez, Philippe Bilger. Dominique, vous voulez? Difficile de faire mieux. Je crois que même comme ça, c'est Philippe Bilger qui a Voilà, gagné. voilà. Dominique, vous restez avec nous jusqu'à 19h et tout de suite le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et c'est contre le 2 poids 2 mesures politiques et médiatiques que vous voulez requérir, monsieur le procureur. Oui, parce que j'ai été vraiment agacé sur le plan politique et médiatique pas votre genre. par une sorte de télescopage entre l'Arcom, qui a infligé une amende délirante à C8, 3,5 millions d'euros. par la ministre de la Culture qui, dans un entretien où elle me semblait dépasser, sortir de son obligation de réserve, a dit qu'il fallait d'une certaine... qu'elle envisageait peut-être que C8 et CNews seraient, je dirais, éradiqués. C'est pas le terme qu'elle a utilisé. D'accord. Il y a un entretien d'un nommé Éric Orsena que j'ai bien connu, qui a été courtisan sous François Mitterrand et qui tout à coup se déchaîne parce qu'il ne supporte plus Éric Zemmour et qu'il a envie de s'en prendre à Vincent Bolloré. Je trouve qu'il y a une coagulation à l'heure actuelle de la part du pouvoir et de ses annexes. Hein. Je ne dis pas qu'Emmanuel Macron est derrière tout ça, non pas du tout, mais qui est inquiétante, comme si on voulait recréer une information officielle et au fond, pour fendre la liberté d'expression. Alors, elle a une rançon. Je ne ferai pas de C8 et d'Hanouna forcément un saint dans ce domaine, mais je trouve que l'Arcom n'aurait pas dû oublier, par exemple, l'attitude du député Boyard. Ouais. J'arrête Ouais. là, Cécile, de D'accord. peur que François puisse me contredire ou Caroline. Bah justement, François, Ou y Dominique, aura-t-il un peut-être. nouveau ministère de la communication ou de l'information?
Non, c'est vrai que la ministre de la Culture, alors il faut peut-être redire les choses de façon plus précise et Plus finalement, nuancée, bien avec sûr. la rigueur à laquelle nous habitue Philippe Bilger sur d'autres sujets, si j'ai bien compris, elle a dit que l'autorisation d'émettre, puisque c'est comme ça que C'est ça. l'ARCOM, anciennement le CSA, peut-être que beaucoup de nos auditeurs connaissaient mieux le CSA, accordait... Gratuitement. Oui, voilà, fréquences. et pour une certaine durée, hein, bien Ouais. sûr, c'est pas remis en cause tous les ans. Hein. Et qu'en contrepartie, Voilà, il y a un cahier des charges sur lequel s'engage une société qui va ensuite, donc, bien sûr, produire des programmes et diffuser des programmes. Donc, elle a dit peut-être que l'autorisation d'émettre pour C8 et CNews pourrait être remise en cause puisque ça correspond plus forcément au cahier des charges. Bon, c'est vrai que c'est pas le rôle de la ministre puisque en France, c'est justement une autorité administrative indépendante, l'ARCOM, qui aujourd'hui a ce rôle. Donc, c'est vrai qu'elle n'aurait peut-être pas dû le faire. Mais en revanche, ce qui est vrai aussi, c'est que l'ARCOM peut le faire. c'est vrai. Quant aux amendes, l'ARCOM le fait maintenant. Je dis maintenant, elle l'a déjà fait d'ailleurs pour C8. C'est vrai qu'elle l'a peu fait par le passé. Alors moi je suis un peu partagé là-dessus parce que d'un côté on se dit ah oui, à la liberté d'expression, c'est quand même un peu gênant d'infliger une amende Oui, sur la base d'une surtout lourde. appréciation sur en plus un animateur, Cyril Hanouna, qui a maltraité, on va dire, un député, mais qui par ailleurs était un ancien chroniqueur de son émission. Enfin vous voyez quand même l'imbrication de tout ça, donc c'est un peu l'arroseur arrosé aussi quand même. Bon, à une époque ça le gênait pas d'être dans cette émission quand il était payé pour y intervenir. Maintenant qu'il y vient comme député, il s'estime maltraité. Bon, c'est vrai qu'il y a ça. Et d'un autre côté, moi, je trouve ça quand même bien qu'il y ait une régulation. C'est-à-dire, il y a la liberté d'expression. Là, on est à Sud Radio, on dit ce qu'on veut. Bon. Et en même temps, si tout d'un coup, on disait quelque chose de diffamatoire, qui est complètement infondé, il faut bien qu'il y ait quand même une... Alors, est-ce que c'est la justice, une procédure judiciaire? Est-ce que c'est l'ARCOM? Bon, c'est mieux que le gouvernement. Oui. Et en l'occurrence, c'est pas le gouvernement qui le fait en France. C'est pour ça qu'on est quand même très très loin du ministère de l'Information sous De Gaulle. C'est pas si vieux que ça. Et De Gaulle avait plein de qualités d'homme d'État. Enfin, pour ce qui est de l'information, c'était complètement verrouillé. Mais tout ça se télescope un petit peu, Caroline Pilastre. Ah, mais complètement. Alors, pour en revenir à l'ARCOM, oui, l'ARCOM doit être indépendante et neutre, ce qu'elle n'est pas toujours. Maintenant, pour en revenir aux propos de la ministre, je trouve ces propos scandaleux, pour ne pas dire que c'est de la censure et du boycott, parce que c'est à géométrie variable l'indignation. On sait très bien que beaucoup de politiques sont plus à même d'être compréhensifs avec le service public, qui est quand même à gauche ou à la gauche de la gauche actuellement, que CNews, C8 et le groupe Canal est pris régulièrement pour cible, parce qu'il y a une liberté de pensée, d'expression. Une fois de plus, là où je vous rejoins, c'est qu'on n'a pas à sortir du cadre de la légalité, que chacun doit assumer ses propos. Mais on sait depuis des années que le groupe Bolloré est stigmatisé parce qu'il y a eu précédemment Monsieur Zemmour et que beaucoup d'entre nous nous trouvons également sur ce groupe et que régulièrement nous sommes taxés de fachos parce que nous ne sommes pas dans la bien-pensance, la pensée unique que beaucoup aimeraient avoir. Donc moi j'aimerais que cette ministre, comme beaucoup d'autres, ait raison gardée sur ces sujets parce que pour moi ça n'est pas son rôle d'émettre un avis. Elle a le droit de penser ce qu'elle veut personnellement, individuellement, mais pas en tant que ministre de la Culture. Merci beaucoup Caroline Pilastre. Vous resterez avec nous. Le grand débat du jour aujourd'hui, c'est suite à l'accident forcément de Pierre Palmade, se pose beaucoup de questions sur ces contrôles. Est-ce qu'il faut augmenter le nombre de contrôles de taux d'alcoolémie, mais surtout de stupéfiants au volant? Est-ce que vous avez été récemment contrôlé ou pas? Souvent, Philippe Bilger, non. Caroline, jamais je ne peux pas conduire en tant que malvoyante. Ça serait compliqué. Est-ce que quelqu'un qui vous accompagne, même en sortant en boîte, mes amis n'ont jamais François été... Laurégie, François, vous avez été contrôlé? J'ai déjà été contrôlé, oui, avec des contrôles d'alcoolémie, parfois sur un autre motif, au départ, un contrôle un peu global, on va dire. Et je peux vous dire que le fait d'être député, parce qu'à l'époque j'étais député, ne m'a jamais permis d'y échapper, bien au contraire. Mais c'est vrai que c'est assez rare sur une vie de conducteur. J'ai dû être 2 ou 3 fois, alors que ça fait plus de 25 ans que j'ai le permis de conduire. On va en parler dans quelques instants, juste après l'actu des 3 mots de Félix Mathieu. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ravis de vous retrouver, c'est lundi, on espère que vous avez passé un bon début de semaine déjà avec Sud Radio, parce que bien entendu depuis ce matin, depuis que vous êtes levé, vous avez écouté Sud Radio successivement jusqu'aux vraies voix, et ce soir jusqu'à minuit, non-stop en fait. En fait, ça serait bien que vous arrêtiez pas. Voilà, de toute façon, vous savez quoi, dès que vous allez nous appeler, on va vous poser des questions pour savoir si vous suivez. En tout cas, on est ravis de vous retrouver. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Allez tout de suite, l'actu en 3 mots avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio.
Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et les 3 mots sont obstruction, accident et trésorerie. L'obstruction de la France insoumise dans le viseur du gouvernement, mais pas que. Même le RN ou bien la CGT voudrait que l'Assemblée puisse avancer un peu sur la réforme des retraites. L'accident de Pierre Palmade ce week-end qui a coûté la vie d'un bébé à naître, le ministère de l'Intérieur appelle les 2 passagers à se rendre. Et puis les problèmes de trésorerie d'Europe Écologie Les Verts. Selon le Parisien aujourd'hui en France, les finances du parti souffriraient de ces députés qui omettent de payer leurs cotisations. Les vraies voix Sud Radio. Des milliers d'amendements de la France insoumise dans le viseur du gouvernement. Les ministres se relaient pour dénoncer l'obstruction sur la réforme des retraites. 15 800 amendements encore à examiner. Et sur ce point précis d'ailleurs, ils se retrouvent rejoints par le RN. Si vous retirez tous vos amendements bidons, nous allons pouvoir aller à l'article 7 qui est fondamental et qui préoccupe les Français, a lancé Sébastien Chenu du Rassemblement national. Même les syndicats leur font écho, disant espérer que l'Assemblée puisse se prononcer sur la fameuse mesure d'âge à 64 ans de cet article 7 avant que la réforme ne parte au Sénat. C'est par exemple la position du numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez. Nous souhaitons que chaque député puisse s'exprimer sur ce fameux article 7, parce que dans le cas contraire, des députés pourraient dire: comme il n'y a pas eu de vote, moi j'ai jamais voté pour l'allongement de l'âge de la retraite, puisqu'il n'y a pas eu de vote. Et ça, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Donc, nous souhaitons qu'il y ait un vote sur l'article 7. Philippe Martinez sur BFM TV ce matin. Et d'ailleurs, même la CFDT lui fait écho. Laurent Berger dénonce la connerie de cette stratégie d'obstruction qui ne permet pas à l'Assemblée d'aller jusqu'à la mesure d'âge de l'article 7. Et venons-en ensuite à cet accident de Pierre Palmade ce week-end. Causé par Pierre Palmade, parce que dire l'accident, mais pas vous, forcément, ça laisse penser quand il est le responsable exclusif. Absolument. Accident dans lequel une passagère de la voiture d'en face a perdu son bébé à naître. L'humoriste hospitalisé s'est trouvé positif à la cocaïne. Le ministère de l'Intérieur appelle les 2 personnes qui se trouvaient à bord de sa voiture à se rendre pour expliquer les faits. 2 hommes qui auraient pris la fuite après la collusion. Appel donc ce matin de Camille Chaise, la porte-parole du ministère de l'Intérieur. Tout ce qui va permettre aux enquêteurs de rassembler des éléments de preuve est important, et il nous manque ces 2 personnes et il faut effectivement qu'on puisse les entendre pour vraiment reconstituer les faits. Je les appelle à se rendre dans n'importe quel commissariat ou brigade de gendarmerie pour expliquer les faits. Cela est important dans le cadre de l'enquête judiciaire. Camille Chaise du ministère de l'Intérieur qui s'exprimait ce matin chez nos confrères de France Info. Une histoire folle. Épouvantable. Oui. Épouvantable quand on pense à ce bébé de 7 mois qui est mort, à la rechute de Pierre Palmade. Ça fait un certain nombre de fois qu'il retombe là-dedans. Les circonstances exactes de l'accident, on s'interroge, parce que bien sûr la cocaïne peut l'avoir fait se déporter. Il peut y avoir eu d'autres choses qui ont fait qu'il a été distrait de sa conduite. C'est épouvantable. Oui, les conséquences sont terribles. Ah oui, terrible. Réaction Caroline. Ou peut-être François de Rugy. C'est un drame affreux. Moi je pense à cette famille qui... pour moi, est la seule victime. Il y a aussi un petit garçon de 6 ans qui est entre la vie et la mort. Il y a le papa qui est sorti du coma, sans doute. Donc, à voir par la suite, il n'y a pas grand-chose à dire. Après, on se pose une question. On a toujours l'impression que ces accidents de voiture, en tout cas ceux qui provoquent les accidents de voiture, ne vont assez jamais au tribunal. Il n'y a pas de prison, il y a assez peu de tribunaux. Est-ce que c'est le sentiment? Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que, dans ce cas précis, que l'affaire de Pierre Palmade puisse changer quelque chose et durcir peut-être Philippe Bilger? Je crois qu'en tout cas, elle attirera l'attention sur l'importance de la conduite sous effet de cocaïne. Alors Cécile, c'est vrai que il est rare qu'on soit placé en détention provisoire, mais il y a tout de même, devant certains accidents qui ont été très médiatisés, qui ont abouti d'ailleurs à des morts, à plusieurs morts, sous l'effet de l'alcool ou de la drogue, il y a eu des peines d'emprisonnement fermes. Mais c'est pas tout de même la règle, la norme. François de Rugy, un mot? Oui, c'est très très dur de parler de tout ça en pensant évidemment aux victimes, à cette famille qui doit être dévastée. Rappeler que malheureusement, on en parle beaucoup parce que le principal responsable de l'accident est une personnalité très connue, très médiatique, Pierre Palmade, mais malheureusement des accidents
aussi meurtriers. Je ne dis pas forcément du même type, mais il y en a sans doute quasiment toutes les semaines en France, puisqu'il y a quand même environ 3000 morts sur la route tous les ans en France. Surtout, mais la question c'est, est-ce que ça va créer un précédent en fait ? J'espère que ça va créer, sinon un électrochoc, en tout cas une certaine prise de conscience sur plusieurs sujets. D'abord, en France, on a quand même toujours tendance à minimiser un peu la violence routière, je ne sais pas comment il faut le dire, l'insécurité routière. On ne voit pas une voiture évidemment comme une arme de mort. Et c'est normal, c'est un objet pour se déplacer. Mais pour autant, on sait que si on ne la maîtrise pas bien, donc il faut toujours rappeler ça, eh bien ça peut être très meurtrier parce que c'est lourd, une voiture ça pèse 1,5 tonne, ça, avec la vitesse, etc. Le choc entre deux voitures, la ceinture de sécurité pour tous les occupants d'une voiture, les passagers, notamment les enfants, et ainsi de suite. Évidemment, le fait de boire de l'alcool ou de prendre des stupéfiants divers et variés, ou même être fatigué. Enfin, on sait qu'il y a tout un tas de facteurs de risque. Et je pense quand même que si on analysait les décisions de justice, c'est quand même moins pénalisé que d'autres causes de mort qui sont souvent non intentionnels. Je ne dis pas que les conducteurs mais quand même, il y a une responsabilité qui devrait, à mon sens, être un peu plus engagée pour que collectivement, on continue à progresser dans la lutte contre l'insécurité routière. Et on conclut par un sujet léger. Et puis, quand les finances des Verts font grise mine. Oui, c'est une info du Parisien. Pas pour les trésoriers d'Europe Écologie Les Verts. Parce que selon le Parisien aujourd'hui en France, vous savez, chaque mois, les députés écologistes, ça se passe dans beaucoup de partis d'ailleurs, sont censés reverser une partie de ce qu'ils gagnent à leur parti, Europe Écologie Les Verts, 1 500 € en l'occurrence. Sauf que certains écologistes seraient, semble-t-il, un peu tête en l'air, peut-être une sorte de phobie administrative. Après 6 mois de mandat, certains cumuleraient une très grosse dette, ce qui finit par engendrer un trou dans les caisses du parti. Ce manque à gagner s'élève aujourd'hui à 39 000 € à cause de ces élus qui ne reversent pas leur part, au point que les trésoriers du parti d'Europe Écologie Les Verts s'en seraient même plaints lors du dernier Conseil fédéral. Ils n'ont pas un travail facile. Ouais. Ça s'appelle la thévenoudisation. Oui, joli. En tout cas, c'est curieux de savoir si Sandrine Rousseau a payé. On va l'appeler, on va lui demander si Sandrine Rousseau nous entend. 0826 on peut quand même se poser la question de savoir si c'est normal qu'un parti politique exige d'un de ses élus de verser plus du quart de l'indemnité au parti. Je voudrais quand même rappeler que les indemnités d'élus, c'est marqué dans la loi, sont faites pour exercer le mandat de l'élu. Elles ne sont pas faites pour financer le parti. Il y a une tolérance pour aller au-delà de ce qui est légal. En France, vous ne pouvez pas, si vous voulez faire un don à un parti politique, vous ne pouvez pas verser plus de 7 500 € par an. C'est la règle. Si vous versez plus, vous êtes passible de poursuite. Attention, c'est très précis. Et là, pour les élus, vous vous rendez compte, si c'est 1 500 € par mois, sur 12 mois, ça fait 18 000 €. Donc on est très au-delà du maximum légal, mais c'est toléré pour les élus qui contribuent à leur parti. Mais quand même, on peut se demander si c'est vraiment le rôle de l'indemnité versée par l'Assemblée nationale aux députés que de financer un parti, alors que les financements les partis ont déjà des financements publics déjà liés au nombre de députés. Ce serait un bon sujet. Je vais peut-être vous rendre l'argent alors, Philippe David, depuis septembre. Donne un argumentaire aux députés verts qui n'ont pas fait. Je n'ai rien touché. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le grand débat reviendra sur ces contrôles sur la route, contrôle d'alcoolémie et de stupéfiants au volant. Est-ce que vous êtes concerné? Est-ce que vous sentez que il n'y a pas de contrôle ou assez peu de contrôle? On vous attend au standard. À tout de suite. Bienvenue sur Sud Radio, bienvenue dans les vraies voix et de cette fidélité. Merci beaucoup d'être avec nous. En tout cas, Philippe Bilger est avec nous, Caroline Pilastre est avec nous et puis François de Rugy est avec nous. Et notre auditeur, voix, Dominique est avec nous, du Roussillon, 0826 300 300 si vous voulez participer au débat. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. 4 personnes toujours dans un état grave et le bilan pourrait être très lourd après l'accident qui a impliqué le comédien Pierre Palmade. Sous l'emprise de drogue, Pierre Palmade a percuté une voiture avec à son bord une femme enceinte de 7 mois, son frère et son fils de 6 ans. Selon nos informations, plus de 24 heures que Pierre Palmade faisait la fête dans sa maison de Damary-les-Lys. C'est quelqu'un qui vacille beaucoup et voilà, qui peut, parce qu'il a pris une mauvaise cuite, ne pas venir sur un tournage. La consommation de drogue au volant, c'est 700 morts par an. On estime qu'un décès sur 5 sur la route est impliqué par un conducteur qui a consommé de la drogue, c'est énorme. Ça veut dire que des drames comme celui qui s'est produit vendredi en Seine-et-Marne, il y en a chaque jour en France. Pierre Palmade risque jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende.
Et à la suite de cet accident causé par Pierre Palmade, on note, en tout cas on dénombre 800 000 contrôles par an. C'est la question du jour. Faut-il augmenter le nombre de contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants au volant? Selon les chiffres de la sécurité routière, 2021, la consommation de drogue au volant cause 700 morts par an. C'est la 3e cause d'accident mortel après l'alcool et la vitesse, Philippe. Oui, Cécile, des contrôles qui s'imposent quand on entend ces chiffres, 700 morts par an à cause de la drogue. Est-ce que vous, qui conduisez, qui êtes gros rouleur, vous avez déjà été contrôlé aux stupéfiants? Moi, je dois vous dire, en plus d'1 million de kilomètres, largement plus d'1 million, j'ai soufflé 3 fois dans un ballon et je n'ai jamais eu un contrôle de stupéfiants. Alors venez témoigner au 0826 300 300. Vous avez déjà vu des gens qui vous ont fait peur sur la route et vous vous êtes dit, là, c'est pas possible, ils sont pas dans leur état normal. On vous attend pour témoigner dans les vraies voix de Sud Radio. Et avec notre invité Anne Lavaux est avec nous, déléguée générale de la prévention routière. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Juste un tour de table d'abord avec vous, Philippe Bilger. Quand on voit 800 000 contrôles par an, on se dit que sur 40 millions de voitures, c'est peut-être un peu léger. Alors, sans doute est-il difficile de faire énormément de contrôles, mais il en faudrait davantage et j'ai l'impression que les contrôles sont faits pour des choses non pas dérisoires, des excès de vitesse, des dépassements, mais pas pour ces problèmes qui occasionnent, vous l'avez dit, des tragédies, la drogue ou l'alcool. Alors, entendons-nous, on ne peut pas contrôler une société et des conducteurs au point que la vie devienne irrespirable pour ceux qui conduisent. Mais je pense que Madame Lavaux certainement sera d'accord avec nous pour dire que on ne peut pas dire qu'il y ait des contrôles d'ailleurs spécifiquement adaptés à la conduite sous drogue. Pierre Chasseret que Sud Radio connaît bien le disait ce matin, il y a des contrôles qui sont effectués, mais il n'a pas connaissance de contrôle qui serait fait directement pour vérifier si un conducteur est sous l'emprise de la drogue. Et on pourrait imaginer, et je termine là-dessus, qu'il y ait des examens médicaux qui interdiraient en définitive aux gens qui sont incapables de sortir de ce fléau de la drogue de conduire. Caroline Pilastre. Pour moi, c'est oui, sans hésitation. Malheureusement, on sait qu'il y a un manque d'effectifs de la police nationale qui ne peut pas être derrière chaque automobiliste. Et moi, je l'ai vécu, ce drame, au niveau familial. Donc je sais le séisme que ça représente. Il y a 20 ans, j'ai perdu ma cousine de 18 ans dans des conditions différentes, mais dans un accident de la route. Je peux vous dire que les parents ne s'en remettent jamais. C'est un séisme pour toute la famille. Et que quand on prend ça de loin, avec distance, on ne se rend pas compte du traumatisme que c'est. C'est une mort, comme vous le disiez, François. La voiture est une arme. La voiture n'est pas un salon. Et beaucoup, malheureusement, l'empruntent dans ce sens-là en disant c'est pas tellement grave, on peut rouler vite, on peut rouler. C'est pas une arme, ça peut, dans certains cas. Mais ça devient, quand ça tue, par extension, c'est une arme. Oui. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte, justement, en consommant des substances illicites ou en roulant vite, qu'ils mettent la vie d'autrui en danger. Donc vraiment, il faut plus de sensibilité et de sensibilisation vis-à-vis de cette cause et de force de l'ordre. François Rogy, le côté qu'on a tous entendu autour de nous, non mais ça va, je gère, au volant. Non mais ça va, je gère. C'est vrai qu'on sait qu'il y a une forme de minimisation, encore une fois, je me permets de le dire, en France déjà autour de l'alcool, il faut quand même bien le dire, même l'alcoolisme, ce qui est quand même une déviance, c'est pas la consommation normale, etc. La consommation excessive d'alcool, à une époque, Philippe Bilger s'en souvient peut-être, chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était arrêté sur la route en état d'alcoolisation excessive, il faisait l'objet d'une garde à vue. Ça a fait exploser le nombre de gardes à vue en France, au point qu'on a refait une loi pour dire on sort cette situation de la garde à vue parce que ça faisait trop de monde à gérer en garde à vue, notamment les week-ends. Et peut-être qu'on a eu raison en termes de gestion de la police et de la justice. Mais en revanche, de façon préventive, parce que ce qu'on souhaite tous, c'est que ces accidents n'arrivent pas, c'est qu'il y a quand même sans doute encore des efforts à faire. Est-ce que les établissements de nuit, les bars, les boîtes de nuit, certains restaurants devraient avoir... On ne peut pas les rendre responsables, mais il y a des endroits où certains ont fait des expériences, on ne rend les clés
de sa voiture à quelqu'un qui a soufflé dans le ballon avant. Est-ce que on va jusqu'à ce qu'ont fait les Suédois, je crois, d'avoir un démarreur de voiture qui est conditionné au fait de souffler dans le ballon. Ça, c'est pour l'alcool. Est-ce que pour la drogue, on pourrait envisager en effet que des gens soient aussi privés de leur permis de conduire pendant une certaine durée liée au fait qu'ils ont été condamnés pour consommation de drogue? En France, en fait, on ne retire pas le permis de conduire comme ça. On le retire quand on perd 12 points, qui peuvent être par des petits excès de vitesse ou des choses comme ça, pendant 6 mois. Mais lorsqu'il y a une condamnation pénale, moi j'ai un cas par exemple en tête de quelqu'un qui avait renversé une personne âgée au volant, qui avait renversé une personne âgée sur le passage piéton. Cette personne est morte au bout de quelques mois, mais sans aucun doute liée aux blessures qu'elle avait subies lors de ce choc. Et bien finalement, la personne âgée de plus de 80 ans, qui donc maîtrisait mal son véhicule, a été condamnée à 1 an de suspension de permis. Et aucune. Est-ce que là, on ne devrait pas prendre des mesures un peu plus restrictives sur le fait de moins utiliser la voiture quand on a des conduites à risque? Peut-être passer un certain âge de repasser son permis, peut-être aussi, ce serait possible. Anne Lavaux, déléguée générale de la prévention routière. Les chiffres, alors j'espère que ce sont les bons, 800 000 contrôles par an. Aujourd'hui, on en est où avec ces morts sur la route qui concernent, soyons clairs, la drogue, l'alcool et la vitesse? Alors, comme vous l'avez tous dit, c'est vrai qu'il y a assez peu de contrôle par rapport au risque qui est encouru. Sur l'alcool, je reviens sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai que notre association, l'association Prévention routière, porte depuis maintenant plusieurs élections, y compris élections présidentielles et européennes, une proposition qui est l'installation de l'éthylotest anti-démarrage de série sur tous les véhicules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une technologie qui nous permettrait de lutter contre le fléau de l'alcool et qui fait à peu près 30% de la mortalité routière. Donc vous voyez déjà une partie de l'objectif, parce que je me permets de le rappeler aussi, la France, comme l'ensemble des pays européens, s'est engagée à diminuer de moitié le nombre de tués et de blessés graves à l'horizon 2030 et à l'objectif 0 tué en 2050. Donc, ce n'est pas avec les chiffres que l'on a eus en 2022 qu'on va atteindre cet objectif. Et quand on peut faire appel à la technologie pour nous aider à atteindre ces objectifs et à sauver des vies, eh bien, faisons-le. Et M. de Rugy évoquait ces éthylotests anti-démarrage. Ils existent en France soit sur injonction de la justice ou par ordonnance du préfet, mais les cas sont très minimes. Parce qu'on considère que le coût d'installation est aujourd'hui trop élevé et qu'il ne faut pas charger les contrevenants. Mais on peut aussi considérer que ça fasse partie de la sanction. Le sujet fait beaucoup réagir. Oui, 0826 300 300, Dominique est avec nous. Dominique, est-ce que vous avez déjà été contrôlé, vous ? Oui, j'ai été contrôlé 2 fois. 2 fois sur... j'ai 58 ans, vous imaginez un petit peu, pour quelqu'un qui roule beaucoup, c'est ridicule. Si vous avez le permis à 18 ans, c'est une fois tous les 20 ans. C'est ça. Et je souscris à peu près à tout ce qui a été dit, mais j'entends pas la prévention, la vraie prévention auprès des jeunes. J'entends une forme de fatalisme. Effectivement, on entend toujours dans les événements comme celui-ci, qui est un événement extrêmement émotionnel qui vient de se produire et qui fait un peu réfléchir tout le monde. On entend un peu de la colère, du dégoût, de la tristesse, et puis des solutions épidermiques qui vont apparaître. Mais par exemple, moi j'ai un grand garçon de 17 ans et une grande fille de 28. Aucun n'a eu une prévention régulière qui s'est organisée dans la scolarité, dans sa scolarité. J'en ai discuté tout à l'heure avec mon fils. Il a 17 ans. Il n'a jamais eu un intervenant qui est venu les rencontrer sur les méfaits de la drogue au volant, les méfaits de l'alcool au volant. Jamais. Alors que ça devrait être quelque chose qui devrait être peut-être pas hebdomadaire au niveau de l'école, mais au moins une fois par trimestre, une sensibilisation. Et c'est les jeunes d'aujourd'hui qui sont aujourd'hui les plus dangereux. C'est les états addictifs que l'on voit aujourd'hui qui vont se prolonger tout au long de la vie et qui vont créer ce genre de problème. Et on ne doit pas attendre de l'émotionnel. Restez avec nous, Dominique. Philippe Bilger, est-ce qu'il faudrait interdire aussi les voitures d'une certaine cylindrée à des jeunes, par exemple Alors là, il y a eu un accident dramatique
dramatique à Toulouse la semaine dernière qui a fait 3 morts avec des jeunes qui roulaient dans une voiture hyper puissante, qui ont doublé une file et qui ont tué 2 voire 3, une troisième entre la vie et la mort à Blagnac. Jusque-là, Cécile, mais je n'y connais rien en voiture. Vous avez peut-être raison, mais si vous le permettez, je ne comprends pas pourquoi à chaque fois qu'il y a un accident, des blessures ou un homicide involontaire commis sous l'empire de la drogue ou de l'alcool, pourquoi systématiquement, et c'est une question que je pose, les parquets n'ajoutent pas l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui. Oui. Ça me paraît, bon, ça ne changerait pas radicalement les statistiques, mais pour bien faire prendre conscience à ceux qui conduisent qu'en conduisant avec l'alcool et la drogue, on est quasiment directement responsable des risques qu'on va créer. Oui, Anne Lavaux, peut-être vous pouvez répondre. Peut-être ce chef d'accusation supplémentaire pourrait transformer ou changer les choses. Oui, et je voulais répondre également à l'auditeur précédent concernant Dominique, l'éducation. Il y a eu un texte, un conseil interministériel de la sécurité routière en 2015 qui a imposé, c'est même pas d'inscrire dans les programmes de façon mensuelle ou hebdomadaire, mais 3 heures en classe de seconde. 3 heures d'éducation routière en classe de seconde qui théoriquement clôturerait un cycle de continuum éducatif qui a commencé en primaire. Eh bien, on n'a même pas un tiers des lycées qui mettent en place ces 3 heures d'éducation routière. Et ces 3 heures-là, compte tenu de l'âge des jeunes auxquels elles s'adressent, eh bien, c'est vraiment le lieu idéal pour évoquer ces questions de stupéfiants et ces questions d'alcool. C'est pas vraiment auprès des élèves de 5e et de 3e qu'on peut évoquer tout ça, et c'est vraiment sur les classes de seconde. Eh bien, faites en sorte aussi, faisons en sorte, mais ça, c'est les régions qui ont la responsabilité des lycées, que les régions prennent cette responsabilité. Le sujet fait beaucoup réagir, direction l'Hérault. Bonsoir Daniel. Oui, bonsoir. Et vous voulez témoigner, vous, en tant que conducteur, que gros rouleur, a priori, sur des voitures que vous voyez rouler sans phare, par exemple, en pleine nuit? Exactement, exactement. Je voulais simplement dire, moi le soir, je fais Courlon-Terral-Juvignac, il y a 12 km, et je rencontre plus de 8 à 10 voitures qui roulent avec un phare. C'est un exemple, c'est un simple exemple. Donc il n'y a pas de contrôle, il y a des ronds-points sur ces 12 km. Je pense qu'il pourrait y avoir des contrôles dans ces ronds-points et stopper ces gens qui roulent avec un phare. Ça, c'est un exemple, mais on pourrait imaginer qu'on va leur demander aussi leur permis de conduire et leur assurance. Parce que le nombre de personnes qui roulent sans permis de conduire et sans assurance, c'est peut-être une autre émission, mais je veux dire que, et encore cette semaine, alors là on parlait de l'alcool et de la drogue, cette semaine, dans un passage à la Vérune, où il y a un passage étroit, je freine pour laisser passer la personne qui est en face, derrière moi un camion, le camion, il redémarre, il se met en travers, vient me voir et veut taper dans ma voiture parce que j'avais laissé passer la personne qui venait en face. Vous voyez, le personne était sans doute sous l'effet de l'alcool ou de la drogue pour être dans un état pareil. Si, il faut les dire. Donc, voilà, donc moi, c'est des contrôles, il faut des contrôles. On ne voit plus de contrôles, monsieur. C'est vrai. Moi, j'ai 77 ans. Je veux dire qu'il y a 30 ou 40 ans, on avait quand même quelques contrôles. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Mon dernier contrôle, vous posiez la question tout à l'heure, mon dernier contrôle au niveau du permis de conduire ou de mon assurance, mon pauvre monsieur, ça fait au moins 20 ans, 25 ans. Daniel, est-ce que vous avez 77 ans, est-ce que vous seriez enclin à faire en tout cas des tests réguliers sur la conduite, par exemple, de dire que passé un certain âge, eh ben, il faut peut-être refaire des tests, tous les 5 ans. Pas repasser, mais en tout cas faire des tests d'aptitude, de réflexe, de vue. Ouais, mais je pense que là c'est un autre sujet. Le sujet que vous évoquiez tout à l'heure, je suis pas contre, hein, je suis pas contre. Mais c'est un autre sujet. Moi, je suis au niveau des contrôles. Vous voulez pas le faire. Sur le terrain, mais non, pas du tout. Je refuserais pas du tout d'aller chez un spécialiste, me faire tester pour les réflexes et tout, aucun problème. Simplement que là, on est sur le terrain. On est sur le terrain. Les accidents, c'est sur la route, donc on est bien sur le terrain. Donc on
je vous parlais des phares pour commencer, des gens qui roulent avec un phare, mais il n'y a pas de contrôle. Dans les ronds-points, vous voyez pas de gendarmes. Personne n'est contrôlé. Donc, comme personne n'est contrôlé, chacun fait ce qu'il veut. Le mot de la fin avec Anne Lavaux, peut-être. Anne Lavaux, pardon. Alors, Anne Lavaux, moi, je remets une petite louche. Moi, tous les soirs, je vois des gens qui roulent sans phare à l'arrière sur l'autoroute. En rentrant du travail, tous les soirs, j'en croise au moins 3 ou 4. Un petit mot de la fin, Anne Lavaux. Peut-être tout ce qui a été évoqué et serait bon à prendre. Faudra mettre du bleu. Exactement, il faudrait remettre du bleu sur la route et nous qui sommes une association de prévention, on n'est pas du tout dans la sanction, on a coutume de dire que les gendarmes, les policiers sur le bord de la route, ils font peut-être de la sanction mais aussi de la prévention parce qu'ils savent passer les bons messages et surtout au bon moment, au moment où arrive l'infraction. En tout cas, c'est un sujet qui va revenir forcément dans le débat pendant quelques temps et on espère que ça va durer. 0826 300 300, vous voulez intervenir et vous voulez commenter l'actualité avec nous. Merci beaucoup Anne Lavaux d'avoir été avec nous, déléguée générale de la prévention routière. Dans quelques instants, le quiz de l'actu, c'est un spécial Kikadi. On vous prévient, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David, avec forcément et Philippe Bilger aussi, avec Caroline Pilastre, avec François de Rugy et vous au 0826 300 300. Et qui a dit que ça allait être l'un des trois qui va gagner? Ça on ne sait pas. Allez, c'est tout de suite, c'est le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et pour le Kikadi, forcément, il faut notre voix auditeur. Et Dominique qui est avec nous. Dominique, est-ce que vous avez enfin fait votre choix? Caroline Pilastre, François de Rugy ou Philippe Bilger? C'était Cornelia, vu comment ils se sont vendus. Roulement de tambour. Ils se sont pas super bien vendus quand même. Non, ils ont été nuls, vous pouvez dire. Vraiment, merci. Vous allez nous vendre, vous, en tout cas. Je les ai entendus meilleurs, mais c'est un mauvais lundi. Caroline, elle est trop forte et puis elle est trop faite de l'actu, je m'y frotte pas. Philippe, il est fin et empreint d'une certaine fourberie, ton ami Philippe. Et je vais choisir François de Rugy, il me semble être l'adversaire idéal. Si je le bats, je serais enchanté. Je sais pas. Oui, c'est exactement. Je suis trop gentil. Voilà, je suis trop gentil. Par contre, s'il me bat pas, Dominique. Excusez-moi, Dominique, on résume donc. Caroline, elle est trop en vue avec l'actu, elle travaille trop l'actu. Philippe Bilger est trop intelligent, donc François de Rugy. Non, écoutez, je vais être un peu fourbe, parce que comme je l'ai dit, si jamais je le bats, je serai enchanté, et s'il me bat, écoutez, il entretiendra l'amertume. Non, c'est pas ça, c'est qu'il va entretenir l'amertume profonde que je nourris envers les écologistes chaque jour. C'est pas le but. Les questions n'ont peut-être rien à voir avec cela. Au bon accueil, bonjour. Allez, on y va. Avec lui. Oui, vous êtes avec lui. Évidemment. Il s'inquiète un peu. Et moi c'est le premier Kikadi magique. Je sais qu'on connaît, mais pour moi, c'est un Kikadi magique. Qui a dit cette phrase? C'est le Kikadi dont on ne se lasse pas. Nous avions la gorge qui grattion, nous avions les yeux qui brûlions. Nous avions la gorge qui grattion et les yeux qui brûlions. Oui, voilà. L'écologiste parle très bien français, c'est bien connu. C'est difficile à suivre. Sandrine Rousseau. 2-0, Caroline Pilastre qui a été la plus prompte. Bravo. Deuxième question, Kikadi, puisque c'est un spécial Kikadi. Quel député a dit « Rebaptisons LFI la France indigne » Bonne réponse de François de Rugy. De partout. C'est un peu exagéré d'ailleurs. Dominique, oui. égalité, parfaite égalité. Allons-y. On sent la tension. Attention. Comme quoi je mémorise mieux Aurore Berger que Sandrine Rousseau. C'est une question Kikadi. Quel ancien Premier ministre qui dénonce la vulgarité sans talent des députés NUPES dit « L'excès et l'injure avilissent la politique ». Bonne réponse, Philippe Bilger qui était le plus rapide. Oui, mais là, il faut lui mettre un point en moins quand il répond avant. Ouais. Oui, mais là, on a le droit. Cécile m'a dit qu'on avait Il roule trop vite. Moi, je l'ai dit la semaine dernière, mais je ne l'ai pas dit aujourd'hui. Pour Dominique, voilà. Même s'il a le prénom de votre père. C'est par générosité. Alors, 4-2 pour Dominique. Alors là, c'est encore un Kikadi, mais avec un son. Tiens, on écoute ceci. En fait, il est arrivé dans la foulée des dernières élections
je sais pas, une cohorte de crétins, disons, qui ne savent rien, que crier, que hurler. Ah, je sais. Qui a dit, en parlant des députés de la France Insoumise, les a qualifiés de cohorte de crétins? C'était pas comme Benguit à la voix? Non, c'est un ancien journaliste. Un journaliste. C'est un journaliste. Oh, on connaît que lui avec les lunettes. Il est garni. Non. C'est pas Bertrand. Non, je le sais. Yes, you. Il peut marcher avec. Il peut marcher avec. Yes, you. Yes, you, c'est un anglais? Non. Yes, you can. Voilà. Jean-François Kahn. Oh là là, on était loin, nous. Jean-François Kahn, yes, you can. C'est pour ça que j'ai dit, la voix, ça y est. il peut marcher avec. Bravo. Il peut marcher avec sa canne, mais j'avais pas compris. Tant qu'il laisse d'esprit, Moi, je de la savais part de même pas que Cécile et de Jean-François Philippe. Kahn était encore invité à la radio. Si, c'était sur LCI hier soir. Ah bah oui, écoutez, faut regarder la télé. 6-2. Allez, 6-2. C'est un peu excessif quand même. On peut pas traiter les députés de crétins comme ça. Faut saisir la SCOM, pas l'ARCOM. La SCOM. Dominique, vous êtes prêt? C'est encore une question qui a dit. Quel syndicaliste a dit « Quand on ne veut pas sa tête sur une poupée, on ne fait pas de politique » Martinez? Non. Le gars de FO? Non, il a raison, c'est quelqu'un de la CGT, mais c'est pas Martinez. Ah oui. Alors c'est Vervelletti? Non. Celui de la CGT Mine Énergie. Non. Pas bien quelque chose? C'est l'un des candidats à la succession de Philippe Martinez. Celui qui est responsable de l'Union départementale des Bouches-du-Rhône, mais dont je n'ai pas le nom. Je suis désolé. C'est exact. Bonne réponse à François de Rugy. Olivier Mathéu. Surtout que, si on veut être précis, pour cette mise en scène autour d'Elisabeth Borne, quand même assez détestable, c'était dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille, et c'était, si vous regardez bien la photo, les dockers du port de Marseille. 6-4. Petit char. Comment 6-4. Il s'appelle Olivier Mathéu. Mathéu ou Mathéo, comme vous pouvez le. Voilà, allez, une petite dernière. Tiens, ça va faire plaisir à François de Rugy. Quel écologiste féministe a dit « La France est en train de s'habituer trop facilement à des idées fascistes ». Sandrine Rousseau. Bonne réponse. Oh non, mais on peut pas mettre Sandrine Rousseau deux fois dans le même quiz. Non, c'est le Kikadi permanent pour la première. Non, ça c'était le Kikadi qui nous fait plaisir, c'était que nous avions les yeux qui nous brûlions, c'est ça? C'est ma qui nous grattions. Qui nous grattions. On a fait voilà, tout ce qu'on a pu pour donner. On en est où au niveau des scores? On en est à 8-6. 6-4, 8-4, 8-4. 8-4, et c'est une très belle victoire de Dominique. Bravo, Dominique. Félicitations. Il ne repartira pas aigri. On avait tout fait. Et donc, il a gagné grâce à Sandrine Rousseau. Dominique, vous avez gagné donc deux éoliennes dans votre jardin. Voilà. Et vous mangerez des carottes et des navets à partir de maintenant. Voilà, c'est ça. J'en ai les yeux qui me brûlent. Allez, vous restez avec nous. Et les oreilles qui écorchent. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Ah oui, il gueule, Philippe David. Et on reste avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et François de Rugy. Et vous, bien entendu, Dominique, et vous qui nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Elles sont là, les vraies voix, ce soir, en ce lundi. On espère que vous avez passé un bon week-end et que la semaine démarre bien. Ça va, Philippe? Elle démarre bien cette semaine? Ah oui, elle démarre très très bien. Sur les chapeaux de roue. Et puis, franchement, avec des chroniqueurs de cette qualité, face à moi, c'est ça. Quelqu'un qui a remarquablement réussi le quiz, tout de même. Ouais. Vous parlez de nous, là, Philippe? Non, bien sûr, j'ai bien compris qu'on pouvait parler de nous. Remarquable aussi, Caroline Pilastre est avec nous, bien sûr, François. Tout à l'heure, vous avez dit que j'étais nulle dans ma présentation auprès de Dominique. Non, mais la douche écossaise un peu avec vous. Non, mais vous êtes remarquable, mais tout à l'heure, vous n'avez pas été très bonne. Je suis désolée. Je suis obligée de vous le dire. Mais François de Rugy n'était pas terrible non plus. Bon, mais moi-même, j'ai été nul, il l'a dit. Non, je crois qu'il a dit archi nul même. Mais de vous, qu'est-ce qu'il a dit, Cécile? Il n'a rien dit, c'est même pire. C'est ça qui est bien, c'est que tout le monde se vanne et on aime ça. Voilà. Allez, tout de suite le coup de gueule de monsieur David. Les vraies voix Sud Radio.
C'est un coup de gueule contre la dernière production Marvel, Black Panther Wakanda Forever, un film qui a fait réagir Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense, sur les réseaux sociaux ce week-end. Pourquoi ? Je cite, « Je condamne fermement cette représentation mensongère et trompeuse de nos forces armées. Je pense et rends hommage aux 58 soldats français qui sont morts en défendant le Mali à sa demande face au groupe terroriste islamiste. » Pourquoi le film a causé cette réaction ? Parce que les mercenaires qui sont représentés dans le film portent l'uniforme de la force Barkhane, ainsi que l'ambassadrice de France à l'ONU. Ils sont présentés comme voulant piller les ressources d'un pays africain. C'est pourtant un film qui vient d'un pays allié, les États-Unis, mais qui reprend à la virgule près la propagande anti-française de Wagner. Alors je suis scandalisé par cet amalgame et je rappellerai aux Américains de se faire assez discrets sur le pillage des ressources naturelles, eux qui il y a 70 ans, en 1953, renversaient Mossadegh en Iran pour braquer, il n'y a pas d'autre mot, le pétrole et le gaz iranien. On va rester dans les controns. Eux qui, il y a 50 ans, mettaient Pinochet au pouvoir pour récupérer le cuivre chilien, et eux qui, il y a 20 ans, demain ça fera 20 ans que Dominique de Villepin s'exprimait à l'ONU, lançait la guerre contre l'Irak pour braquer le pétrole et le gaz irakien. Alors je rappelle quand même que nos 58 soldats qui sont morts ont été accueillis en héros et en libérateurs. Vous vous rappelez la scène de François Hollande à Tombouctou. Et comme le film se passe en Afrique, je conclurai en citant un proverbe africain: quand on veut grimper au cocotier, il faut avoir le cul propre. Mais dis donc, qu'est-ce qu'il a? Le problème, c'est que Philippe traite des sujets très sérieux et avec beaucoup de talent. Mais moi, je ne parviens pas à l'écouter avec suffisamment d'attention, tellement ça bouille indigné. Mais est-ce que quelqu'un autour de cette table a vu ce film? Non. Je suis pas au courant de cette polémique. Et alors Je l'ai vu parce que mon fils m'y a emmené, parce que sinon j'y serais pas allé. Pour être très honnête. C'est un vrai film. Ah oui, bien sûr, oui. D'accord. Et alors, je dois dire que c'est un peu moins caricatural que ce qu'il vient de dire. En tout cas, ça n'est pas du tout pro-américain. C'est-à-dire que les Américains ne sont pas montrés sous un jour plus favorable que les Français. C'est vrai que les Français, ça m'a frappé. On dit bien les Français, etc. Alors, le métal précieux qu'ils recherchent, c'est le vibranium, qui donc évidemment n'existe pas, mais on peut imaginer que c'est l'uranium ou quelque chose dans ce goût-là. Et c'est surtout que c'est une vision, mais ça, les Américains, je pense, maintenant, sont assez coutumiers du fait, qui est un peu dans la repentance occidentale. C'est-à-dire que c'est les méchants occidentaux qui viennent piller les ressources d'un pays d'Afrique, puisque là c'est très clair, le Wakanda. Et alors là où je me suis posé une question, mais là ça nous emmènerait peut-être trop loin, c'est que le sous-titre c'est Wakanda Black Panther. Et donc, aux États-Unis, c'est quand même le mouvement des Black Panthers. C'était un mouvement noir américain qui était très radical, qui et qui était vraiment, dans une forme de violence, etc. Donc, je me suis demandé si c'était une allusion à ça, et auquel cas, ça poserait quand même question, si c'était pour valoriser a posteriori le mouvement des Black Panthers ou pas. J'ai demandé à mon fils, mais il n'avait pas la réponse. Mais c'est vrai comme que ça nous taille bien et que les Américains se gênent pas pour nous tailler des croupières en général. Le French bashing n'a pas totalement disparu. On est souvent le méchant de l'histoire dans les films américains. Vous avez une contradiction. Si, on est montré comme des pillards. C'est ce que vient de dire. On est montré comme voulant. Ne sont pas flattés. Ne sont pas mieux dans le film. Est-ce que vous pensez, sous-jacent de cette polémique, qu'il y a le côté Black Lives Matter avec le wokisme ambiant? En tout cas, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas cette espèce d'idée que tous les problèmes en Afrique viendraient du pillage des ressources par les pays occidentaux, qui est une vieille rengaine, qui a une part de vrai dans l'histoire, mais qui aujourd'hui n'est quand même plus totalement le sujet. Regardez Pretty Woman, on sera moins embêtés. Allez, tout de suite, ça fait du clic sur... On s'en lasse pas. De Pretty Woman? Jamais. Julia Roberts à l'opéra. Mon Dieu. Allez, tout de suite, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et Félix Mathieu, dans la série des jeux dangereux des ados sur TikTok, le jeu de la cicatrice provoque forcément l'inquiétude. Oui, un jeu sous forme de défi qui consiste à se faire des grosses marques rouges en se blessant le visage. Prends ta main comme ça, tu fais ça, tu passes, tapes et tu tournes, comme ça. Se pincer très fort la joue, ça semble pas être la meilleure idée. Pourtant, le phénomène a suffisamment pris d'ampleur pour que certains établissements, certains collèges s'en inquiètent. L'interdisent noir sur blanc. Un de ces ados, au visage plein de marques, a même pris la parole pour expliquer pourquoi il n'incite pas les autres à continuer à faire ça, à s'adonner à cette pratique. J'ai fait que de frotter, ça voulait pas partir. C'est dans la peau, c'est normal. Je vais en cours et tout. Après, il y a ma prof, elle me dit, Malik, s'il te plaît, à la fin de l'heure, je veux qu'on parle. Je lui dis, madame, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, Malik,
tu te fais battre à la maison, je vais prendre un rendez-vous chez le psychologue. Elle n'a même pas cherché à comprendre. Elle m'a dit, Malik, je vais te prendre un rendez-vous chez le psychologue. Oui. Le danger pour ces jeunes, c'est de se faire un angiome stellaire qui persiste et donc de garder des séquelles esthétiques, explique une représentante des dermatologues qui tire la sonnette d'alarme dans Le Parisien aujourd'hui en France. En tête des top tendances sur Twitter. C'est fou. C'est hallucinant. En tournant comme ça. En fait, il se pince les joues très fort et il se crée des rougeurs. Donc, ils ont le visage totalement immaculé de rougeurs. Et à cet âge-là, ça reste. C'est ce que disent les dermatos, en fait. Puisque la peau n'est pas définitive. Cécile, ce ne serait qu'une caresse. Oui, mon petit chat. Mon petit... Toi, tu me veux. On va vous laisser. En tête des top tendances sur Twitter, un nom, Rihanna. Et oui, pour deux raisons évidemment. Il y a d'abord le show vertigineux livré hier soir par la chanteuse pour la finale du Super Bowl, le championnat de foot américain. Rihanna perchée sur une plateforme suspendue dans le ciel au-dessus du stade. She's back, elle est de retour, a tweeté le Super Bowl. Rihanna qui quelques heures après ça a annoncé sur les réseaux sociaux être de nouveau enceinte. Bon voilà, comme quoi ça donne pas le vertige. Vous avez vu le spectacle, il était incroyable. Magnifique. Incroyable, faut le regarder. Cette chanteuse qui fait des enfants, qui chante. Non, c'est surtout le fait que c'est pas la première qualité d'une chanteuse en général. D'une femme en règle générale. Non mais est-ce qu'elle fait des bonnes chansons? Les prestations du Super Bowl, moi qui suis une passionnée de musique et de danse, sont extraordinaires. J-Lo, Shakira, Beyoncé, incroyable. Danser, elle bouge pas beaucoup parce qu'elle est enceinte. J'espère qu'elle est attachée quand même parce que c'est vraiment très haut. Le spectacle est incroyable et elle est sur une plaplateforme très haut et je trouve que... Et elle a de sacrées formes du bas. Détendez-vous. Elle n'est pas maigrelette, mine de rien. Non, elle est très pulpeuse, elle est très jolie, elle chante bien, elle est très belle. En tout cas, voilà. On va vous filer son numéro, vous inquiétez pas. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants avec le tour de table de l'actu des vraies voix. Elles se sont penchées sur leur actualité et ce qui en ressort est plutôt intéressant. Pour une fois, à tout de suite. Merci. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix du lundi, merci de nous écouter, merci de votre fidélité avec l'excellent Philippe Bilger qui est avec nous, la non moins excellente Caroline Pilastre qui est avec nous et François de Rugy, notre aimé, je ne savais pas quoi dire. Aimé, c'est le plus flatteur. C'est ça. Vous êtes le plus apprécié, François. Notre enfant prodige avec Philippe David. Allez, en tout cas, vous souhaite la bienvenue. 0826 300 300 si vous avez envie de débattre avec eux. Vous êtes bien entendu les bienvenus. Tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Tu sais à quoi je pense? Je pense pas que 2 trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Vous avez raison, c'est exactement ce que je pense. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger. Oui, Philippe Bilger, votre tour de table d'actualité, vous craignez une sourde et scandaleuse nostalgie des coupeurs de tête. Oui, alors je ne veux pas empiéter sur le sujet qu'on traitera à partir de 18h30, mais je me demande si derrière ces grossièretés, ces vulgarités, ces violences, il n'y a pas chez certains une sorte de nostalgie pour la période des têtes coupées, tout de même. Il n'est pas normal, lorsqu'on est un être civilisé, d'avoir envie comme ça de réclamer la mort, la pendaison, le piétinement de visage. Donc j'en conclus, d'une certaine manière, pour leur prêter une pensée plus noble. C'est que peut-être ils rêvent d'une période où on pouvait massacrer, où les idées politiques entraînaient des décapitations, et peut-être qu'il y a chez certains une aspiration à revivre ça. C'est une horreur pour moi. Caroline Pilastre. Écoutez, pour moi, il y a une crise intellectuelle, un nivellement politique vers le bas de certains. Je n'en peux plus, en fait, de toute cette violence gratuite, cette rhétorique qui ne veut rien dire à l'arrivée et qui ne fait que monter les Français les uns contre les autres. Donc je vous rejoins, à part si c'est productif pour eux, ça ne l'est certainement pas pour nous en tant que citoyens lambda au quotidien. Ouais. François de Rugy. Oui, de toute façon, il y a toujours eu un paradoxe à glorifier la période révolutionnaire.
Et c'est quand même le même courant politique en France qui a, heureusement d'ailleurs, enfin de mon point de vue, voté l'abolition de la peine de mort. C'est-à-dire que si on est civilisé, justement, on ne souhaite à personne, pas même son pire ennemi, d'avoir la tête coupée ou de finir sur un échafaud. Donc c'est vraiment quelque chose pour moi qui est insupportable de banaliser. Et ça fait déjà de nombreuses années qu'on voit de manifestation en manifestation cette banalisation de la violence symbolique qui peut devenir de la violence réelle. Je me demande au fond si on ne commence pas à être lassé, et là je suis sérieux pour une fois, par la civilisation, la politesse qui nous ont été imposées à la suite d'horreurs absolues, et si en effet, à l'heure actuelle, ça ne commence pas à se déliter un petit peu. C'est assez préoccupant. De toute façon, la violence monte régulièrement et c'est vrai que là, dans l'hémicycle, c'est quotidien en fait. Quand on écrit avec Philippe le quiz de l'actu avec les Kikadi, les phrases avant il fallait les chercher et maintenant elles nous tombent de toutes seules tellement c'est de pire en pire. Chaque jour, on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Caroline Pilastre, il y a le chat GPT qui amuse certains et finalement qui fait peur à d'autres. Et l'éducation nationale aujourd'hui est un petit peu émoustillé et en tout cas plutôt a peur de ce que les élèves peuvent en faire aujourd'hui. Exactement, ma chère Cécile. Le chat GPT est un outil conversationnel établi à partir d'une intelligence artificielle. Cet outil comprend le langage humain, mais ne comprend pas l'entièreté du langage et surtout les sons entendus que nous avons au quotidien. Ce qui est moche, c'est que des étudiants, des lycéens et des collégiens l'utilisent pour rédiger leurs devoirs. Donc ça s'apparente à de la triche. Ils ne font plus de recherche. Cet outil n'est pas infaillible et pour vous donner un exemple, New York, elle a interdit dans toutes ses écoles. Pourquoi on explique à ceux qui ne connaîtraient pas, c'est-à-dire que vous branchez, vous pluguez sur chat GPT, vous posez une question, par exemple, en disant, ou une phrase en disant, que penses-tu ou de la nature? Et en fait, ça va vous écrire un texte ou même une rédaction ou une dissertation pour que vous puissiez rendre à l'école, par exemple. Philippe Bilger, ça vous fait pas peur ça? On peut écrire des livres. Quelqu'un m'a montré comment ça marchait récemment. Tom Conan qui nous en avait parlé il y a quelques... Vous avez raison, Cécile. Voilà. Et là, ça s'accélère en fait. Et ça devient très inquiétant parce que, en même temps, ça doit être passionnant de voir les réponses qu'ils font. Comment on dit ce chat GPT. Chat GPT. Moche en français. Fait des réponses peut-être cohérentes, intelligentes, et c'est extrêmement dangereux, évidemment, pour la loyauté des épreuves et des examens. Et l'éducation nationale pose des questions justement sur Moi j'ai dit Philippe Bilger à ChatGPT, ça a répondu phare de la pensée universelle, luminaire céleste, intelligence supérieure, 4 prix Nobel. Néant. Non, ça c'était pour moi, Philippe. Oui, mais alors il est disgracieux. Moi, je suis toujours partagé face à l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, c'est ça. Et c'est vrai que, d'abord, moi, je crois qu'on n'arrêtera pas le mouvement. C'est-à-dire qu'on peut se fixer des règles, par exemple, pour les cours. Ça me faisait penser à une époque où on a interdit, à juste titre d'ailleurs, je pense, les calculatrices, puisque finalement, sinon, les élèves n'apprenaient plus à compter. Demain, il va falloir absolument interdire l'utilisation de ChatGPT ou d'autres robots de ce type pour faire les cours, enfin, faire les devoirs à la place des élèves. Mais en même temps, il faut qu'on sache évidemment tirer le meilleur profit de ce qui peut quand même être un progrès dans plein de domaines. Et donc, si ça permet sur certains sujets d'automatiser certaines choses et tout ça, pourquoi pas? Ou d'avoir des... On voit bien, tout le monde est très content d'avoir des GPS qui ne sont rien d'autre que de l'intelligence artificielle, puisqu'on nous fait le trajet et on s'y remet d'ailleurs en pensant que c'est le plus rapide, le plus économique. Sauf que là, ça fait peur aux journalistes, ça fait peur à l'éducation nationale, ça fait peur aux parents, forcément, puisque... Peut-être qu'on aura des meilleurs articles qu'avec ceux des journalistes, on ne sait pas. Vous imaginez les vraies voix faites par ChatGPT? Non, ça sera jamais ça sera jamais aussi intelligent. Déjà, les voix faites par l'intelligence artificielle, c'est pas terrible. C'est un vrai problème, comme tu le disais, Cécile, pour les professeurs, parce que maintenant, ils n'arrivent pas à détecter quelle est la réalité de ce chat application. Et donc, ça crée beaucoup de triches. Et même dans des déclarations d'amour, des poèmes, certains s'en servent, pour vous dire. Google est sur le coup aussi a décidé d'élaborer un chat GPT encore meilleur que celui-là,
avec beaucoup moins d'erreurs à l'arrivée, parce qu'il y a des erreurs, Wikipédia entre, donc il faut faire très attention. Mais bon, il y a le bon et le mauvais comme toujours. On peut poser n'importe quelle question. N'importe quelle question. Absolument, vous posez une question. Mais il faut qu'on soit un peu connu, non sérieusement. Non, mais je vous demande, par exemple, qui vous êtes. Eh ben, il va vous le dire. Sauf que moi, il dit que je suis actrice, voilà, parce qu'on a tous testé. Mais vous pouvez tester, vous allez dessus. Et même vous dites... Philippe David. Non, mais inconnu au bataillon. On ne sait pas qui c'est. Franchement, mais alors il y a une lacune considérable. Non, mais vous donnez des mots-clés, il vous fait une rédaction. Par exemple, il y a une question, moi je l'ai vu l'autre jour sur Twitter, c'est quelqu'un de très sérieux, par ailleurs, à la tête d'un think tank, il dit mais pourquoi pas faire des décisions de justice qui seraient rédigées, elles ne seraient pas données, mais elles seraient rédigées par ChatGPT. Juste un petit mot, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, sur la gratuité des transports à Montpellier, transports en commun. C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle ? Je dirais que c'est la fausse bonne idée. Et c'est là-dessus que je voulais revenir, parce que spontanément, on se dit c'est très séduisant. D'ailleurs, sur Sud Radio ce matin, ça a été présenté de façon très positive. C'est décidé par la métropole de Montpellier, donc il y a une majorité, on va dire, de gauche, verte, et qui dit ça va être écologique. Alors à première vue, oui, on va prendre plus les transports en commun s'ils sont gratuits. Alors déjà, ce qui me frappe, c'est que pour trouver combien ça coûte, parce que ça coûte quelque chose de supprimer la gratuité. J'ai fait une petite recherche sur Internet. Non, de supprimer le payant, d'être gratuit. Oui, de mettre en place la gratuité et de supprimer tous les tickets, les abonnements, etc. Et donc, déjà, il a fallu que je lise 10 articles pour tomber sur un article qui dit combien ça coûte. Que ce soit ceux de la métropole ou d'ailleurs, il disait jamais combien ça va faire perdre d'argent à la métropole. Donc là, quand même, 42 millions par an, et c'est le chiffre de la Chambre régionale des comptes d'Occitanie. Donc c'est quelque chose d'incontestable. Et si vous faites sur un mandat de 6 ans, puisque c'est la durée du mandat municipal en France, on va dire que c'est grosso modo 250 millions. Donc vous perdez 250 millions d'euros, et c'est là que ça devient, à mon avis, vraiment pas du tout une bonne idée, parce que on a besoin d'argent en France pour développer les transports en commun. Et ça, tout le monde est d'accord pour dire il faut développer l'offre de transports en commun, qui est plus de tramways à Montpellier, plus de bus, dans d'autres endroits plus de métro ou de train. Or pour ça, il faut de l'argent. Donc si vous commencez par vous priver d'une partie seulement de la recette qui permet de financer les transports en commun, je ne vois pas comment on va y arriver. Et le risque est très grand, c'est ce qui a été vu dans les endroits où ça a été fait, qu'en fait on finisse avec des réseaux de transports en commun de moins bonne qualité, qui se développent moins, parce que tout simplement on aura moins de moyens à y consacrer. Eh bien, merci beaucoup, vous restez avec nous dans quelques instants. On va revenir sur le coup de projecteur après l'exclusion de 15 jours de l'Assemblée nationale de Thomas Porte, qui a posé fièrement avec un ballon de l'effigie, sur le pied, sur la tête d'Olivier Dussopt. C'est l'effigie d'Elisabeth Borne pendue qui indigne la toile et de nombreux députés. On va en parler dans quelques instants. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Le lundi, on est ravis de vous retrouver. On a passé 2 jours sans vous, c'était compliqué. Et de nouveau, Philippe Bilger est avec nous et on est ravis de l'avoir. Et Caroline Pilastre aussi, et François de Rugy aussi, bien sûr. Et vous, 0826 300 300. Et on va revenir sur Marine Le Pen. Vous vous souvenez, la tête au bout d'un pic, Elisabeth Borne, ce week-end pendu, Olivier Dussopt sur un ballon sur lequel on pose son pied. Toutes ces mises en scène mortuaires des représentants de l'État doivent-elles être sanctionnées? Vous nous répondez au 0826 300 300, c'est le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Est-ce qu'il faut sanctionner, Philippe, toutes ces invectives, toutes ces actions, effectivement, qui nous font réfléchir aujourd'hui, Elisabeth Borne pendue, ou Marine Le Pen au bout d'un pic, ou Olivier Dussopt sur un ballon, est-ce qu'à un moment donné, ça va s'arrêter? Oui, vraie question. Vous êtes 68% à dire non sur Twitter. Les mises en scène mortuaires des représentants de l'État ne doivent pas être sanctionnées pour vous. Venez nous l'expliquer au 0826 300 300. Et on va en parler bien entendu avec notre invité Jean Garrigue, historien et président du comité d'histoire parlementaire, auteur du livre Élysée contre Matignon, publié chez Taillandier. Bonsoir Jean Garrigue. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Un petit tour de table d'abord avec Philippe Bilger. Il y a eu des sanctions sur certains cas, d'autres pas. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut vraiment sanctionner ou est-ce qu'il faut laisser les choses partir à volo? Moi, je dirais qu'il ne faut pas sanctionner pour une raison simple, c'est que il y a déjà une multitude d'infractions en France, graves ou moins graves, qui ne sont pas poursuivies ni sanctionnées.
essayons d'imaginer notre société si elle parvenait à mettre sur place un dispositif de répression et de surveillance, même pour ces choses scandaleuses. En revanche, ça ne veut pas dire, Cécile, que j'approuve évidemment ces ignominies. On l'évoquait à l'instant durant la pause, je pense que c'est une vie d'urbanité politique qui commence à se lasser d'elle-même et qui tombe de plus en plus, vous le rappeliez à l'instant, dans des violences, dans des vulgarités, dans un langage tellement ordurier à l'Assemblée nationale qu'on ne devrait même plus le remarquer. Et je termine là-dessus. Lorsqu'on pend et Elisabeth Borne, lorsque on piétine le visage d'Emmanuel Macron ou d'Olivier Dussopt, il y en a un autre dont vous parliez, Marine Le Pen, eh bien, ça n'a rien à voir avec ce que j'appellerais les rituels des carnavals, où on mettait en dérision les puissants. Ça pouvait avoir une validité démocratique pour qu'ils ne se prennent pas trop au sérieux, voire au tragique. Là, c'est la chute libre d'une république qui ne sait plus ce qu'est l'honneur et le respect. François Dru, Caroline Pilastre, l'Eurodame. Pour moi, oui, car il n'y a aucune légitimité à cette violence, même si certes cette violence est symbolique. Tous les élus doivent faire preuve d'exemplarité. Ils ne peuvent pas demander aux citoyens lambda, une fois de plus dont on fait partie, cette fameuse exemplarité. Je trouve que c'est très dangereux dans un contexte comme celui-ci. Et même si on est en désaccord, même si on a des points de divergence, il y a suffisamment de mots dans notre langue française pour les exprimer, justement, ces points de désaccord. Quant à la tête de Monsieur Dussopt, je suis moi-même en partie contre cette réforme des retraites. Mais j'ai pensé tout de suite, en voyant ce ballon, à Monsieur Paty. Je trouve que c'est scandaleux et que ces élus-là devraient arrêter de faire du buzz et s'exprimer autrement. François Drugy. Il y a une ordonnance de non-lieu, puisque aujourd'hui ça s'appelle outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, qui est parfois, forcément, certains sont condamnés, d'autres ont des non-lieux, et ce qui à un moment donné, on doit les condamner. Peut-être qu'il faudrait un peu adapter la législation, parce que Philippe Bilger dit finalement, il y a dans notre législation tout un tas de dispositions qui ne sont finalement pas appliquées. Puis il y en a d'autres qui devraient peut-être émerger face à ce qu'on voit dans la rue, sur les réseaux sociaux, parfois à l'Assemblée. Alors je le rappelle, on l'a déjà dit, on ne peut pas poursuivre quelqu'un pour les propos qu'il tient à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, le député Thomas Porte, lui, il a été sanctionné pour une attitude qui a eu lieu en dehors de l'Assemblée nationale. Bon, ce qui d'ailleurs peut poser question sur le fait de est-ce que l'Assemblée nationale doit appliquer son règlement pour quelque chose qui se passe en dehors. Mais bon, passons sur le côté procédural et allons au fond. Il faut quand même, pour moi, trouver les voies de justement mettre un cadre, remettre le fait qu'en démocratie, on s'exprime par des arguments, librement, on peut dire ce qu'on veut, tant qu'on reste dans l'argument. Quand on va vers une incitation à la haine personnelle, il y a bien une incrimination pour incitation à la haine raciale. On se souvient, on a déjà oublié, à une époque, Jean-Marie Le Pen était, j'allais dire, mis au banc de la vie politique française quand il faisait ces jeux de mots à connotation antisémite, du rafour crématoire par exemple, qui non seulement était à connotation antisémite mais qui était très violente, puisqu'il y avait un ministre qui s'appelait Michel Durafour et qu'en gros il lui disait il pourrait aller au four crématoire. Bon, à ce moment-là, la justice l'a condamné, mais il y avait par ailleurs une forme de condamnation quasi unanime dans la classe politique. Aujourd'hui, cette condamnation n'existe plus. Et c'est ce que je regrette profondément. Ouais. Jean Garrigue, on voit bien ce matin, hier, quand on a posé la question à Philippe Martinez, il était assez gêné justement sur cette frange minoritaire chez les syndicats. C'était compliqué pour lui de condamner ou pas condamner, mais on sent que quand même le sujet peut fâcher les uns ou les autres. Écoutez, on le saurait à moins. Moi, personnellement, ça fait des années que je déplore et que je condamne cette forme de brutalisation, d'hystérisation de la vie politique en France, pas seulement en France d'ailleurs. Ce qui pouvait être justifié sous l'Ancien Régime, ces carnavals dont parlait Philippe Bilger tout à l'heure, cette inversion sociale qui permettait de faire exploser un peu la cocotte minute dans ce qu'étaient en réalité des dictatures, ce qui pouvait se justifier sous Mussolini ou Hitler ou sous Staline, quand ensuite on a abattu les statuts des dictateurs, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être dans une démocratie.
On voit bien qu'il y a une brutalisation. Je trouve qu'on a été très indulgents, en tout cas une partie des Français ont été très indulgents envers les dérapages de nos hommes politiques qui datent de plusieurs années déjà. On se souvient de Laurent Wauquiez qui avait insulté toute une partie de la classe politique à l'époque. On a été trop indulgents avec ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes, où une minorité d'entre eux, je dis bien une minorité d'entre eux, se sont livrés à des actes qui étaient inacceptables. Et on voit maintenant ce qui se passe au sein même de l'Assemblée nationale. Quand vous avez cette brutalisation du langage, cette hystérisation à l'intérieur de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il ne faut pas s'étonner ensuite que le simple citoyen, par cet effet d'exemplarité que donne le débat parlementaire, en vienne à ce type de comportement. Et quand en plus, c'est un député qui représente la nation tout entière, car chaque député représente la nation tout entière. Thomas Porte, il représente tous les Français, et quand il se permet de faire un acte aussi pitoyable que de piétiner la tête d'un adversaire politique, écoutez, je pense que là, on est arrivé bien bas. Alors pour répondre à la question, moi je pense que ce qui est essentiel, c'est de sanctionner les détenteurs d'un mandat électif qui se livrent à ce genre de comportement, ça c'est sûr, même si en l'occurrence ça s'était fait hors de l'hémicycle du Palais Bourbon, et ça pose évidemment une question, mais en tout cas il faut les sanctionner. Quant aux simples citoyens, c'est vrai que c'est compliqué parce que bon, c'est la justice, mais là Philippe Bigère le dirait mieux que moi, elle a peut-être pas les moyens là aussi de sanctionner à sa juste mesure ce que représentent ces gestes. Mais je pense en tout cas qu'il faut qu'ils soient condamnés de manière très ferme par l'ensemble de ceux qui détiennent des pouvoirs. Et c'est vrai que vous avez évoqué la gêne de Philippe Martinez. Moi, j'aurais bien aimé qu'il soit beaucoup plus ferme dans sa condamnation de ce qui s'était passé. Philippe Bilger. Jean, je sais que vous êtes un grand spécialiste de l'histoire parlementaire et nous avons souvent dans Les Vraies Voix des débats que je trouve passionnants avec Françoise Degois qui soutient assez généralement que les violences, les dérapages, les vulgarités, les outrances d'aujourd'hui ne sont pas plus graves que celles qui existaient hier. Et moi, j'ai l'impression tout de même qu'hier ou avant-hier, s'il existait des violences et des outrances, elles étaient plus ponctuelles. Aujourd'hui, elles deviennent presque structurelles. Est-ce que vous partagez mon sentiment ou le sien? Je partage complètement votre sentiment, Philippe. Il y a une systémisation qui a d'ailleurs été théorisée par les responsables de LFI, une systémisation de la conflictualité. Et cette conflictualité, cette stratégie de la conflictualité qui consiste d'ailleurs à faire du Palais Bourbon une autre arène de la rue, en réalité, de faire une sorte de complément, de prolongement de ce qui se passe dans la rue à l'Assemblée nationale, c'est quelque chose qui, finalement, dans l'histoire, n'a pas de précédent. Alors, c'est vrai qu'à certains moments, et notamment à l'extrême droite, dans l'histoire de l'extrême droite, il y a eu, sous la Troisième République, en 1904, au moment de l'affaire des fiches, une bataille rangée entre les députés nationalistes et les députés de la gauche, parce qu'un député nationaliste avait donné une claque au ministre de la Guerre. Il y a eu, pendant les années 30, des députés antisémites qui traitaient leurs adversaires, lorsque c'était des juifs, qui n'hésitaient pas à les insulter, à les provoquer, etc. Il y a eu les poujadistes aussi, là aussi des batailles rangées dans les années 50 à l'Assemblée. Mais cette stratégie systématique du désordre, du chaos, de la violence verbale et parfois de la violence physique, c'est quelque chose, c'est vrai, qui ne fait pas partie de notre tradition. Il y a une tradition du langage, des insultes, de la dispute au sein de l'Assemblée, mais cette systématisation de la conflictualité, moi je trouve que, bon, d'abord, ce n'est d'ailleurs pas un argument de dire que ça a existé, puisque, a priori, on pourrait considérer qu'on doit aller justement vers une sorte de maturation, vers le meilleur.
Restez avec nous. Je vais faire rebondir nos éditorialistes. Jackie Bordage nous dit il faut tout de suite mettre des sanctions. L'histoire nous dit que tout mouvement politique qui entre dans l'abus d'images mortifères finit un jour par appliquer ses désirs s'il n'y a aucun frein devant lui et qu'une partie de la population l'acclame. François de Rugy, vous en tant qu'ancien député, est-ce que ce que dit Jackie, par exemple, de dire que à force d'ouvrir le robinet, mais à un moment donné, on veut que ça aille jusqu'au bout? Alors, je ne sais pas si on peut théoriser ça. Ce qui est sûr quand même, c'est que à force de libérer une parole violente ou des attitudes ou des mises en scène, parce qu'on voit bien que c'est des mises en scène. Il ne faut pas oublier que le député Thomas Porte, il s'est fait photographier. C'est pas comme ça au passage. Il a vraiment voulu se faire photographier et ensuite il publie la photo sur les réseaux sociaux. Avec son écharpe tricolore. Avec son écharpe tricolore et dans le cadre d'une manifestation et sans doute avec une forte audience malheureusement pour ce tweet. C'est-à-dire que derrière il y a quelque chose qui crée le buzz, comme on dit, mais enfin qui crée surtout que c'est comme ça qu'on se fait remarquer, c'est comme ça qu'on se fait connaître même. Et c'est ça qui est grave aussi dans le monde actuel et qui est très différent de ce qui se passait dans les années du début du XXe siècle. Et je remercie vraiment Jean Garrigue qui est toujours très précis et pour rappeler que normalement si on souhaite progresser collectivement, ce qui s'est passé au début du XXe siècle ou juste avant la guerre ou juste après, aujourd'hui ça devrait être derrière nous et on ne devrait pas régresser et retomber dans ces pratiques. Quand on dit les députés poujadistes dans les années 50, à ce moment-là, la 4ème République a fini par tomber. Alors, je dis pas que c'est de ce fait-là, mais c'était dans un climat qui était quand même très, très dur et très violent. Heureusement que nous en sommes sortis. Juste avant de prendre Dominique, Caroline Pilastre, Ludovic nous dit quelle est la limite de la liberté d'expression? Parce que tout le monde pourrait nous dire, mais c'est de la liberté d'expression. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de limite aujourd'hui. Il n'y a pas de limite. Je rejoins les propos de Jackie, je le salue, ainsi que Ludovic, qui sont des auditeurs fidèles. Écoutez, moi, ce qui me dérange, c'est de voir cette société qui est tellement fracturée en ce moment, qui est tellement divisée, qui se hait en partie, qui est dans un genre d'archipélisation en termes de communauté, et de voir ce spectacle que je trouve pitoyable à l'Assemblée. Alors certes, il y a toujours eu de l'animation au sein de l'hémicycle, mais on arrivait à des propos aussi haineux, aussi personnels, qui ne font pas avancer le débat. Eh bien moi, je suis contre, parce que oui, la liberté de pensée et d'expression est un droit, mais il y a des limites. On n'est pas obligé d'humilier, de blesser et d'insulter les gens. On se disputait et puis après on allait boire un verre. Aujourd'hui, ils nous disent aujourd'hui ça n'est plus le cas. Voilà, mais oui, il y a une époque où il y avait des duels. Vous savez que Gaston Defer avait fait un duel. Et franchement, je crois qu'on n'a pas envie de revenir à ça. C'est pour ça que je parle de risque de la régression. Il y a très longtemps. Gaston Defer a été ministre en 1981, donc c'est pas si vieux avant 80. Je crois que c'était à la fin de la 4ème. Dominique, notre vraie voix du jour, est avec nous. Bonsoir Dominique. Ah oui, bonsoir à tous. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous tous, donc ça tombe très bien. Très bien, parlons vrai. On va raccrocher alors. On est dans le parlons vrai, je pense. Non, mais écoutez, là, le siècle dernier, c'était le siècle des mots, ce que l'on écrivait, ce que l'on apprenait à bien dire. On est passé du siècle des mots bien dits au siècle des images violentes, des images récusatoires, du mauvais goût et de la canaillerie. On a entendu le mot buzz là, mais c'est ni plus ni moins que ça. On est arrivé au moment du buzz. Je ne cautionne rien. N'oublions pas que le plus ridicule, ça n'a pas été l'effigie, ça a été celui qui portait l'effigie. Le plus ridicule, ça a été Thomas Porte avec son pied sur le truc parce qu'il n'a cherché qu'à faire du buzz. Aujourd'hui, qui sont les responsables de ça? Ce sont ceux qui ont accepté, je parle de la Première ministre, du Président de la République, du Président de l'Assemblée nationale, qui ont accepté que des députés rentrent complètement dépenaillés dans l'Assemblée, s'y comportent comme de sales gamins. Aujourd'hui, eh bien voilà, on a voulu le siècle de l'image, on y est. Tout ça est devenu de la canaillerie et de l'insupportable, mais je ne pense pas que cela est aussi grave que l'on veut bien le dire, parce que si c'est aussi grave que vous êtes en train de le dire ou de le penser, qu'est-ce qu'on va faire de Charlie Hebdo? Qu'est-ce qu'on va faire de tous ceux qui aujourd'hui sont dans la caricature? Qu'est-ce qu'on a fait des guignols de l'info qui ont eu des propos, qui ont eu des images, qui ont fait des sketchs absolument graves, qui aujourd'hui ont disparu, sans que finalement il n'ait créé aucun mouvement violent sur cette terre? Donc revenons quand même à l'essentiel, tout cela n'est que du buzz, essayons peut-être
peut-être que lorsque l'on porte une parole publique, cette parole publique soit audible, entendue et bien dite. Et puis sanctionnons ceux qui les disent mal. On ne peut pas comparer les guignols de l'info et des élus de la République. C'est satirique avec un débat politique. Ah bah ouais, là, parce que là c'est quand même trop grave. Plus le temps, bah non, malheureusement on a plus. On peut rajouter une minute ou pas? Il faut demander à notre réalisateur. Allez-y Philippe, une minute. Jean, juste, est-ce qu'au fond la comparaison la plus juste, elle est sans doute outrancière, ça n'est pas avec l'époque de la Révolution où la rue, le peuple agissait contre les clubs et l'Assemblée? 30 secondes, Jean Garel, pardon. Je trouve que cette réflexion a du sens, puisque c'est exactement ce qui s'est passé sous la Révolution française. Le talent en plus, parce que quand vous entendiez un Robespierre, un Danton, un Mirabeau ou les autres, c'était quand même autre chose que Thomas Porte et certains qu'on entend aujourd'hui. Mais il est vrai que cette façon de prolonger le débat de la rue à l'intérieur de l'hémicycle, et même de le trivialiser, de le brutaliser, de l'hystériser, je dirais, c'est quelque chose qui nous renvoie à cette époque. Ça n'est pas d'ailleurs surprenant, parce que c'est bien au fond la nature même de la NUPES, en tout cas de LFI, que de propager finalement une forme de révolution à l'intérieur de l'hémicycle. Merci beaucoup Jean Garrigue, historien et président du comité d'histoire parlementaire, auteur du livre Élysée contre Matignon, publié chez Talendier. Merci d'avoir été avec nous. On reste ensemble jusqu'à 19h. C'est les vraies voix. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, c'est pas fini, on est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, avec Caroline Pilastre et avec François de Rugy. Et vos appels, vous le savez, 0826 300 300, l'antenne vous est ouverte et c'est Alain qui est avec nous. Bonsoir Alain. Bonsoir Alain. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, je voulais revenir sur l'accident qu'a causé Pierre Palmade. Oui. Pour dire simplement que oui, il faudrait beaucoup plus de contrôle. J'ai un exemple, c'est le mien. Je conduis depuis 54 ans. J'ai soufflé une seule fois dans le ballon. D'accord. Et je fais entre 20 et 25 000 km par an. Donc, je vous laisse calculer le nombre de kilomètres que j'ai fait. Alain, soyons honnêtes. Est-ce que vous avez déjà conduit avec un verre de trop? J'ai conduit avec un verre de trop. Ça m'est arrivé, certes. Mais oui, parce que bon, ça peut arriver. Non, mais c'est c'est en toute honnêteté. Vous n'étiez pas obligé de répondre, mais vous n'êtes pas le seul. Hein, c'est quand même assez rare. Hein, c'est rare. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'en fait, vous évoquiez tout à l'heure que en fait, les trois causes principales de mort sur la route, c'est l'alcoolémie, c'est la vitesse, et c'est la drogue. Oui. Et sur les trois, il y en a qu'un qui a vraiment réprimé, c'est la vitesse, par les radars. Mais quant au contrôle, il n'y en a pas, ou quasiment pas. Ça veut dire que les deux autres causes, qui sont dans les trois premières quand même, on les suit pas en fait. Ça revient quelque part à les laisser complètement hors de contrôle. Après, les gendarmes font beaucoup de travail aussi, les policiers, à la sortie des boîtes de nuit, surtout à l'endroit d'une jeunesse. Donc voilà, c'est quand même la priorité, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se tuent sur la route après être sortis de boîte de nuit. Donc il y a énormément de contrôles qui sont effectués à des moments clés aussi. Donc c'est aussi difficile pour la gendarmerie et la police. Qu'est-ce qu'il y a? Non, moi quand mes enfants sortaient en boîte de nuit, j'allais les chercher systématiquement. Ils nous appelaient à 4h du matin ou à 3h du matin, et je vais vous avouer, c'est moi qui conduisais, j'ai jamais été contrôlé après la sortie des boîtes de nuit. Oui. Franchement. Et je l'ai fait beaucoup de fois. Et alors le dernier point que je voudrais évoquer, c'est les sanctions. Parce que la France, c'est un pays qui souffre des sanctions, qui sont jamais appliquées, ou peu appliquées, ou en tout cas partiellement appliquées. Dans d'autres pays, quand on prend 10 ans, on fait 10 ans. En France, quand on prend 10 ans, on en fait 3, 4. Et ça dépend pour quelle raison. Ça dépend pour quelle raison. Ça dépend pour quelle raison. On est d'accord. Mais ça, c'est une des causes aussi. Il n'y a pas suffisamment de répression sur ces sujets. C'est absolument. Vous vous rendez compte l'état des gens, de la famille de ceux qui ont été accidentés. Alain, dans le cas de Pierre Palmade, là, et il n'y a pas que lui, hein, il y a malheureusement beaucoup d'accidents qui ont été produits sous alcool ou sous drogue, j'allais dire consciemment, c'est-à-dire que quand vous montez en voiture, que vous êtes ivre-mort ou que vous êtes drogué, vous le savez quand même. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait une sanction
importante aujourd'hui. Oui, en matière mais comme dans d'autres domaines d'ailleurs, mais je pense qu'il n'y a pas suffisamment de sanctions. Il n'y a pas suffisamment de sanctions. Il y a un laxisme des autorités. Mais là, dans le cas de Pierre Palmade, vous seriez enclin à une sanction ferme? Bien sûr. J'espère bien même. Ce monsieur, c'est pas parce qu'il est homme public. Ce monsieur, il se permet quand même. Il a certainement des problèmes. Ça, je peux le comprendre. Mais c'est pas la première fois. Il a déjà été condamné pour ça. Eh oui. Alors, il fait partie des multirécidivistes, mais on l'a dans d'autres domaines. C'est vrai. Et on ne fait jamais comme vous arrêtez quelqu'un au bout de 12, 13, 14, 15 fois. Vous vous rendez compte qu'en fait, ça veut dire que les peines ne sont pas suffisamment dissuasives. Donc, il faut frapper très fort, mais vraiment très fort. Merci. Et Pierre Palmade ne doit pas échapper à ce... Ah oui, moi, je suis complètement d'accord. Merci beaucoup, Alain, votre témoignage. En tout cas, merci de nous avoir appelé au 0800 26 300 300, des sujets compliqués. Très compliqués à traiter. En tout cas, merci Philippe Bilger de nous avoir éclairé avec vous, Caroline Pilastre. Et merci beaucoup, François de Rugy, en tout cas, de votre expertise à tous les trois et de parler vrai, parce que c'est aussi de ça dont on a besoin sur Sud Radio et dans les vraies voix. Vous restez avec nous dans quelques instants. On continue avec Philippe David. On va vous parler citoyenneté avec le G500, des belles associations, des belles organisations et ce sera jusqu'à 20h. À tout de suite.